Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 25 novembre et à la une de ce journal, les élus mahorais sont de retour après la réunion à Moroni liée à l'accord cadre signé en juillet entre la France et les Comores. Ce matin, nous recevions Ahmed Atoumani d'Ouchina, ancien président du conseil départemental qui a participé aux premiers échanges ayant donné naissance à ce document. Ce dernier a été envoyé par le président du conseil départemental pour représenter l'institution. Après ces 2 jours de discussion, l'élu se veut optimiste mais reste prudent sur les intentions de l'Union des Comores. Au montage, Leslie Vumenet. C'est une réunion à marquer d'une pierre blanche. Jeudi et vendredi dernier, une délégation française composée d'élus mahorais a été reçue à Moroni. Au programme, un dîner avec l'ambassadrice de France aux Comores, suivi le lendemain par un entretien avec le président Azali Assoumani. Un moment historique qui semble témoigner d'un changement de ton. Je ne suis pas dans la naïveté totale pour dire que tout va bien maintenant, va baigner dans l'huile. Pas du tout, mais je crois que c'était important qu'on y aille, et surtout de mémoire de quelqu'un qui a été au GTHN, qui est parti d'une réunion de Moroni, qui n'a pas voulu participer. C'est vrai, vous aviez claqué la porte à une époque. Oui, parce que les conditions du côté de la délégation française n'étaient pas réunies, je suis parti. Et moi, je pense que il y a des avancées dans les postures, dans les volontés, puisque les discussions étaient rompues. On ne voulait pas du tout que le président du conseil départemental participe à ces réunions. Et cette fois-ci, je l'ai représenté. Sur la forme, l'ancien président du conseil départemental se félicite de la tenue des échanges. S'il reste prudent et refuse de sombrer dans la naïveté, il a l'impression d'avoir entendu un discours de vérité. Il y a eu des échanges avec le président, on a discuté, et il a été question des sujets qui, à l'époque, pouvaient vraiment fâcher. Donc, on en a parlé d'une manière très détendue, très polie, courtoise. Chacun a essayé d'être le plus courtois possible, mais d'une manière aussi ferme. Alors, donc, c'est très important, à mon avis. Je finis pour la forme. Oui. Après cette visite à Beit Salam, on a continué nos réunions, et puis devant la presse, il y a eu les déclarations qui ont été faites. Je crois que le fait même que la presse a été invitée depuis le début jusqu'à la fin, c'est quelque chose d'assez important, parce qu'on aurait pu penser que ça pouvait gêner. Sur le fond, certains engagements ont été pris pour lutter contre l'immigration clandestine et ainsi sauver de nombreuses vies humaines. Sur le sujet des mineurs isolés, un accord semble même sur les bons rails afin que les Comores accueillent des enfants qui ne sont pas français et qui n'ont aucun parent sur le territoire. Il y a un changement de ton. Oui. On veut maintenant voir, pour tous ceux qui est les enfants qui sont de père ou de mère français, oui, nous acceptons, ils sont français. Oui. Mais ceux qui ne sont ni de mère ni de père, qui n'ont aucun parent français, on accepte de les reprendre. Maintenant, ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, eux. Oui, c'est ce qui se dit. Donc, il va y avoir une petite formation chez nous avant de les réintégrer. On étudie comment est-ce qu'on va faire leur accompagnement. Et puis, de l'autre côté, il y a tout un programme de réinsertion qui se fait pour les enfants de là-bas, mais aussi ceux qui vont venir de Mayotte. On accepte, dans le respect du droit international, de réintégrer ces enfants là-bas. Une seconde réunion est prévue sous 4 mois pour évaluer si les engagements pris par l'Union des Comores ont été respectés. La délégation mahoraise a par ailleurs invité la partie comorienne à venir à Mayotte pour cette seconde rencontre. En attendant de savoir si cette invitation sera acceptée, une convention de financement de 1 million d'euros a été signée par le ministre de la Santé comorien et le directeur des opérations de l'AFD. Hier, l'actualité a été marquée par cet incendie qui s'est déclaré dans des cases en tôle à Mamoudzou. Plusieurs habitations ont pris feu, laissant des familles à la rue. Un accident qui prouve une nouvelle fois la vulnérabilité de certains foyers installés illégalement dans des zones difficilement accessibles. Ce matin, nous recevions l'une des personnes qui a évité le pire en quittant son habitation avant que les flammes ne l'emportent. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Moi j'étais au salon, je vois des feux, des coups de fumée. Oui. Et quand j'ai regardé pour comprendre où ça vient, je vois plus de traces. Et il y a une fille de la voisine qui est entrée chez moi, il m'a dit qu'il y a du feu. J'ai dit où? Il a dit que chez nous.
Et quand on regardait, on a trouvé partout de fumée chez elle. Oui. Là, j'ai évacué la fille. Oui. Et j'ai retourné pour regarder chez moi. J'ai trouvé que c'est déjà tout entré chez moi. Il y avait des tuyaux chez moi. Je l'ai pris, j'ai donné aux garçons qui étaient là. Ils ont commencé à mettre de l'eau dans ma maison. Et les pompiers sont arrivés tout à fait. Ils ont cédé. D'accord. Vraiment, on a été vraiment peur. Et ça a été risqué de contaminer des maisons en parapet qui étaient là. Oui. 2 maisons qui étaient à côté sont déjà entrées, les fumées sont tout entrées et c'est 2 ravagées. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bakar Aliboto, adjoint au maire de Mamoudzou, le premier adjoint qui est candidat aux élections municipales. Bakar Aliboto, bonsoir. Et bonsoir à l'ensemble de nos compatriotes qui nous regardent et qui nous écoutent. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors bien sûr, on va parler de votre candidature. On va parler aussi effectivement de ces problèmes d'insalubrité, cet incendie. Mais avant cela, un mot sur cette réunion aux Comores la semaine passée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que selon vous, on est sur la bonne voie? Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt, comme certains, sceptique? Je dirais plutôt ni l'un ni l'autre, mais je suis réaliste. Je suis, comme je dis, un idéaliste pragmatique. Vous savez, ce qu'il faut, c'est de trouver une solution. Ça fait longtemps. Il faut parler pour ça. Oui, mais bien sûr, c'est ça ce que j'allais en venir. Il faut trouver une solution. Et pour trouver une solution, on est 2 parties. On ne peut pas se cantonner dans son coin et puis attendre que Dieu fasse le reste, même si Dieu nous aime beaucoup. Mais on a attendu longtemps déjà. Et le problème, c'est que la difficulté s'accentue. Donc moi, je pense que toutes les initiatives qui permettront de résorber ces difficultés est bienvenue. Donc cette réunion à Moroni, je pense que quelque part, elle est bienvenue. Puisque je me rappelle, je suis peut-être l'un des premiers Mahorais qui avons participé en 2005 déjà, avec Mansour Kamardine, le député déjà à l'époque, et feu Adrien Giraud qui était sénateur, et avec la même personnalité, enfin le même personnage, j'allais dire, enfin le même ministre, le ministre des Affaires étrangères qui, à l'époque, avait conduit la délégation des Comores sur ce qu'on appelait à l'époque la commission mixte franco-comorienne. On avait discuté de beaucoup de choses. Si on avait pu suivre ces discussions, enfin les résultats, les conclusions de cette discussion, on serait très loin. Malheureusement, les choses ont changé de l'autre côté. Est-ce que cette fois, vous avez l'impression qu'on va réussir, ça ne va pas être du blabla, et on va réussir à vraiment, parce que les engagements seront tenus, notamment de la partie comorienne. On sait que la France s'est engagée, l'AFD va piloter les travaux. Est-ce que vous croyez au fait que les Comores vont respecter leurs engagements? Moi, a priori, je donne confiance à mes partenaires. Et puis je dis, nous, Mahorais, on n'est pas seuls. Nous avons notre État, notre gouvernement. C'est la protection de Mayotte, c'est notre gouvernement d'abord. Et c'est à lui que nous devons faire confiance. Après, par la suite, bien sûr, nous devons rester vigilants. Maintenant, les Comores, c'est notre partie, c'est la deuxième partie. Donc, à ce niveau-là, parce que les discussions, à ce niveau-là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir des discussions que nous pouvons avoir localement. On est dans la diplomatie. Et dans la diplomatie, il faut savoir attendre. Il faut savoir être patient. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas spécialiste, hein, mais le peu que j'ai pu connaître dans mes différents déplacements et ma participation à des différentes réunions, à ce milieu, récemment. Oui, à l'ONU, en Israël et ailleurs, hein, mais ça fait partie de la solidité qui peut faire de quelqu'un assez solide pour pouvoir justement comprendre un certain nombre de choses. Donc à ce niveau-là, il faut être patient, il faut être attentif. Il faut aussi ne pas avoir des a priori il ne faut pas être dogmatique. Et puis, il faut savoir aussi que l'autre a aussi ses raisons et l'autre peut avoir aussi des susceptibilités et qu'il faut savoir comment avancer et il faut savoir aussi prendre le temps. Oui, il faut de l'équilibre, il faut savoir prendre le temps. Parce que sinon, pour rien, ça peut tout gâcher. Donc moi, je dis à nos compatriotes de Mayotte, ou en tout cas à nos concitoyens de Mayotte, que le plus important, c'est déjà de pouvoir dialoguer. Maintenant que le dialogue est amorcé, à nous de rester vigilants, puis à nous de veiller à ce que les choses aillent dans le sens où nous le souhaitons. Parlons justement on a évoqué effectivement l'immigration clandestine dans ce sujet. Alors du côté de la partie comorienne, on parle plutôt de préservation de la vie humaine puisque le gouvernement comorien explique que les Comoriens sont chez eux à Mayotte. Vous avez expliqué dans le cadre de votre campagne pour les municipales que aujourd'hui il faut
casser les codes et peut-être que l'une des solutions, c'est de régulariser les personnes qui ne sont plus expulsables du territoire de Mayotte, de telle manière à ce qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent se loger. On parlera de la question du logement. Finalement, ça aussi, ça passe par un dialogue avec l'Union des Comores. Mais naturellement, je rappelle tout d'abord que la politique de l'immigration est une compétence régalienne. Mais en tant que politique, en tant qu'élu, et surtout en tant que maire de la capitale ou chef-lieu de Mayotte, on est le premier concerné. On est le premier concerné, donc on ne peut pas rester muet sur ce sujet. Donc moi je dis, ça fait longtemps qu'on applique la même politique. Les conduites aux frontières, la protection des frontières qui n'est pas tout à fait assez, enfin, de mon point de vue, assurée. Et donc avec le visa baladure, tout ce dispositif, ce package aujourd'hui a montré qu'il y a des limites et qu'en fait nous avançons toujours vers une solution contraire à ce que nous avons espéré, souhaité. Donc, à un moment donné, il faut se dire quand même, il faut oser, il faut être capable de regarder, voir autre chose. Donc, moi, je dis, les personnes qui sont arrivées à Mayotte en situation irrégulière, qui ont pu avoir des enfants sur place, qui ont eu des enfants avec des Français et qui ont eu des enfants français, la loi ne permet pas d'expulser les parents. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces personnes-là, nous les avons eues, nous les avons et nous les aurons toujours, puisque la police ne peut pas les conduire aux frontières. Et dans ce cas-là, puisque ces personnes continuent à vivre, et surtout continuent à vivre dans la clandestinité, puisque si certains continuent à vivre jusqu'à là, c'est qu'ils travaillent quelque part. Et en plus, surtout, ils consomment des services publics, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, que ce soit les routes. Pour lesquelles ils ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas, enfin, elles ne cotisent pas. Et surtout, nous avons un budget qui nous arrive, des dotations qui nous arrivent de l'État, qui sont calculées en dehors de ces personnes-là. En fait, le peu qu'on nous donne, on est obligé de le partager et on n'a pas la possibilité, les collectivités n'ont pas la possibilité de taxer les revenus illicites, puisque par définition on ne peut pas, de ces personnes. Arrêtons l'hypocrisie. C'est pour cela que je dis... C'est l'appel d'air aujourd'hui mais ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, il y a bien l'amendement Tani sur le droit du sol qui ne permet plus à des personnes arrivées en situation irrégulière d'avoir des enfants français. Il faut effectivement qu'ils soient en situation régulière depuis plus de 3 mois pour que leur enfant devienne français. Mais est-ce que c'est suffisant à limiter l'appel d'air si on dit on régularise toutes les personnes qui ne sont plus expulsables? Écoutez-moi, l'amendement du sénateur Tani, c'est bien, mais c'est largement insuffisant. Vous écoutez les statistiques comme moi. Vous avez écouté le directeur de l'INSEE la dernière fois qui donnait les chiffres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous savons tous qu'il y a plus de 9000 naissances à l'hôpital de Mamoudzou, rien qu'à l'hôpital de Mamoudzou, à la maternité de Mamoudzou. Nous savons que parmi ces naissances, il y a 75% de ces naissances dont au moins un parent est d'origine étrangère. Ça veut dire qu'il n'y a que les 25% qui restent qui sont des enfants français à 100%. Et dans les Français à 100%, dans les Français, nous avons aussi des personnes originaires d'autres pays. Pour vous dire que la portion qui reste de Français, ou en tout cas de Mahorais, est infime. Donc, si nous savons tous lire les données, et si nous savons calculer, moi j'ai fait un bac scientifique, je sais calculer, j'ai fait de la comptabilité, je sais comptabiliser, et j'ai fait de l'économie, je sais faire lire et faire parler les chiffres. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement ultra minoritaires. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer comme ça? Ça veut dire que chaque année, il va y avoir les mêmes pourcentages, et d'ici peu, nous serons ultra minoritaires. Et moi je me dis, pour éviter qu'un jour nous nous trouvons dans une situation complexe où nous serons, dans ce cas, nous n'aurons même pas le choix de pouvoir choisir ce que nous souhaiterions, mais de se trouver dans la situation de subir une situation que personne n'a voulu, je me dis autant anticiper. C'est ça être politicien. Régulariser, selon vous, ça va permettre d'anticiper? Déjà, si on régularise les personnes dont les enfants sont français, quand je dis régulariser, ce n'est pas naturaliser, il faut faire la différence. Parce que naturaliser, c'est devenir français. Régulariser. C'est possible après 5 ans sur le territoire, donc quelque part. Oui, régulariser, c'est permettre à quelqu'un qui est là depuis longtemps et qu'on ne peut pas expulser, d'avoir une situation stable qui lui permet de vivre et surtout que nous puissions aussi pouvoir taxer et retirer quelque chose et qu'il puisse participer à l'effort collectif. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est ce que je dis, si nous voulons avancer, si nous voulons protéger nos enfants, c'est mon cas, moi personnellement, et ceux qui sont avec moi, c'est de faire en sorte que nous puissions
organiser, construire l'avenir que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons. Nous n'avons pas la possibilité parce que nous sommes restés sur les mêmes points. Nous sommes restés dogmatiques, c'est-à-dire calés, coincés quelque part, parce que nous pensons que la politique que nous avons souhaitée, que nous souhaiterions, parce que nous faisons la confusion entre ce que nous souhaiterions et ce que la réalité nous présente. À un moment donné, parlons de ce que vous souhaitez pour votre commune et de votre programme. En matière d'habitat, on l'a vu, cet incendie qui s'est déclaré, on les voit, ces poches d'insalubrité, ces poches de vulnérabilité aussi, ces quartiers effectivement où les habitations, les cases en tôle se construisent illégalement. Quelle sera votre politique par rapport à ça, aussi sur un territoire où il y a peu de logements sociaux? Sur ce point déjà, moi, dans notre équipe, nous avons un point qu'on appelle Mamoudou Yaléo Nameso. Ça veut dire quoi? Nous allons, dès notre arrivée, lancer un programme d'études, ce sera un appel à candidature. Donc ce seront des études sur le moyen long terme, c'est-à-dire de 2020 à 2050. Comment repenser la ville ou la commune chef-lieu pour que nous puissions avoir, pendant cette période-là, une ville qui soit digne d'un chef-lieu comme on peut trouver ailleurs. Donc, c'est à partir de là, nous allons pouvoir mettre en place ces études-là pour que nous puissions avoir je dirais, un livre blanc qui permet à nous, pendant notre mandature, mais aussi à ceux qui vont suivre, pouvoir en tout cas, suivre ce document. Ça va passer par quoi concrètement? Parce que c'est ce qu'attendent aujourd'hui les électeurs. Par quoi ça va passer? Quelles mesures vous pourriez prendre, par exemple, pour résolver ces problématiques d'habitat insalubre, ces problématiques effectivement d'habitat qui s'installent, de cases en tôle, qui sont construits sur des terrains illégalement? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que les études, effectivement, sur le long terme, il y en a eu, il y en aura sûrement encore, mais concrètement, des exemples que vous pouvez donner dès maintenant sur des idées que vous avez qui peuvent permettre de contrer cette problématique. Alors, déjà, là, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est le moyen long terme. C'est vrai qu'il y a des mesures immédiates à prendre dès les premiers mois. La première des choses, c'est déjà d'ailleurs le cas quelque part, les constructions de bidonvilles ou de bangas en tôle seront interdites. En ville, mais ailleurs aussi. Et nous entamerons systématiquement la démolition de tous les bangas qui ne seront pas autorisés. Par définition, ils ne sont pas autorisés. Grâce au délai de flagrance, notamment? Oui, mais bien sûr, mais nous avons les outils. Mais vous êtes aujourd'hui premier adjoint. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui? Vous savez, la loi, le législateur, ce qu'il a fait, le législateur a donné dans une commune le pouvoir, puisqu'un pouvoir absolu au maire. Les adjoints et les élus sont là, bien sûr, participent, mais je vous assure que le maire d'une commune a plus de pouvoir que le président de la République par rapport à ses compétences. Mohamed Majani ne le fait pas, ce délai de flagrance, selon vous? Mais si, ça se fait, mais ça se fait timidement. Vous savez, pour lutter contre les bangas, contre ces affaires-là, moi je me suis engagé à un moment donné, il faut du courage, il faut de la volonté politique, il faut vraiment faire de cela une politique volontariste pour aller de l'avant. Personnellement, je suis décidé à aller dans ce sens-là, puisque je dis d'un côté, il faudra régulariser ceux qui ont des enfants et ceux dont l'économie a besoin pour que nous puissions nous développer. Et en même temps, nous ne devons pas laisser continuer ces insalubrités dans notre commune. Donc c'est deux champs de bataille, je dirais, en parallèle. À la fois, nous faisons en sorte que les gens qui ont des droits et les gens qui doivent être protégés le soient, mais nous continuerons aussi à lutter massivement et de façon volontariste contre les insalubrités, donc contre les bangas, pour éviter ces drames quotidiens. Ça sera fait puisque nous savons le faire et nous l'avons fait au début quand nous sommes arrivés, quand nous étions encore courageux, puis à un moment donné, ça a été cassé. Donc ça, je vous garantis. Et puis je dis, vous savez, tous ces bangas, c'est parce qu'on a laissé faire depuis longtemps. Parce que personne ne veut prendre le courage de l'assumer ou d'entamer ce travail. Parce que chacun pense que à partir de là, dans ces bangas, il y a des électeurs. Mais bien sûr, il y a des électeurs. Mais alors, ces électeurs ont aussi besoin de vivre correctement et dignement. Donc s'ils sont électeurs et préfèrent rester dans des bangas comme aujourd'hui, je pense quelque part il y a erreur. Donc moi je dis à tout le monde
qu'il faut démolir ces bangas, qu'il faut créer des quartiers qui soient dignes pour installer les gens dignement et pour tous ceux qui n'ont rien à faire à Mayotte, parce que leur situation ne leur permet pas de rester à Mayotte, il faut aussi trouver une solution. La solution n'est pas seulement la régularisation. La régularisation est ceux qui la loi l'autorise, mais les autres, naturellement, je suis désolé, à un moment donné, il faut savoir faire le choix des choses. Ça, c'est pas le maire, effectivement, c'est l'État. Deux questions rapidement, le temps nous presse. La première, sur le projet Caribus, est-ce que, si vous êtes élu maire de Mamoudzou, le projet Caribus se poursuivra en l'état actuel des choses? Il est actuellement un peu en stand-by. Oui, c'est une question un peu, mais moi je vous dirais, moi, lorsque j'étais candidat en 2014, j'avais dans mon programme un projet sur les tramways qui me semblait plus adapté par rapport au moment que les bus, mais nous avons trouvé un projet qui était en place. Et comme nous avons toujours dit, les projets qui étaient en place, on n'allait pas faire comme les autres avant, à les abandonner et commencer à zéro. Nous avons continué. Vous allez faire quoi? Recommencer à zéro? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'étais en train de vous dire que nous avons trouvé un projet, nous l'avons poursuivi et nous allons de l'avant. Mais moi, je vous dis la solution plus tard, parce que tout ça, c'est des solutions qu'on fait, qu'on est obligé de faire. Mais à un moment donné, il faut passer au-delà. En tout cas répondre aux besoins réels. Et moi, je pense qu'un tramway serait mieux venu, comme je l'avais proposé à l'époque, et je suis toujours sur cette idée-là, d'avoir un transport qui soit le plus adapté par rapport à notre ville. Mais vous savez, tout ça peut être complémentaire. En plus de Caribus Si vous me posez des questions comme ça, basiques, en plus ou pas, moi je vous dis, aujourd'hui, nous avons fait le choix de continuer le projet, et par conséquent, c'est le Caribus. Nous l'avons décidé, nous continuons, nous travaillons là-dessus. Mais je vous dis que pour moi, moyen long terme, je pense que le tramway ferait beaucoup plus de bien à la commune de Mamoudzou et d'Embéni que ça peut être complémentaire, vous savez. Et puis il n'y a pas que le Caribus, par rapport au bus, il n'y a pas que le tramway, il y a les vélos aussi, il y a d'autres moyens de transport. On peut combiner tout ça pour avoir un package qui soit le plus adapté. Une ville comme Mamoudzou, c'est inadmissible qu'on ait que deux entrées, une entrée et une sortie. Donc il y a plusieurs possibilités d'organiser la circulation, d'organiser le déplacement et la mobilité pour que nous puissions avoir tout cela en même temps, mais de façon rationnelle. Une dernière question rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à la population du chef-lieu, ces personnes, ces électeurs qui vous ont vu dans la majorité actuelle en tant que premier adjoint? Vous avez été très présent sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui parce que certains vous assimilent finalement à la politique qui a été menée depuis 6 ans et à Mohamed Majani. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils votent pour vous? Mais cette politique qui a été menée pendant 5 ans, elle n'est pas mauvaise. Je suis certain que nous avons, pour avoir vécu les autres mandatures, ne serait-ce qu'à distance, je pense que nous avons eu l'équipe la mieux, la plus compétente de tous les temps, je dirais. Et je dirais aussi que nous avons beaucoup travaillé et nous avons des résultats que personne n'a eu jusqu'à là. Je pense que c'est la continuité, mais ça veut non, dire c'est pas la continuité améliorée. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le dire et je le répète, que les moyens que nous avions, ou que nous avons d'ailleurs, pouvaient nous permettre de faire au moins 3 fois que ce que nous avons fait. Nous avons un bon bilan, plus que tout le monde, mais nous aurions pu faire encore 3 fois plus, au moins 3 fois plus que ce que nous avons fait. Donc moi, quelque part, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait du bilan, bien qu'il est positif, parce que je considère que j'aurais pu faire plus, encore plus, au moins 3 fois, puisque les moyens sont là. Si vous voulez des exemples, je peux vous le donner. Pour le temps nous presse. Voilà. Le temps nous presse. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis à la population de Mamoudzou que nous avons les moyens de faire encore plus, ne serait-ce qu'au niveau de la propriété, au niveau des transports, au niveau des crèches, au niveau des cantines scolaires. Il y a plein de choses, puisque les moyens sont là. On peut faire 3 fois plus, mais faut-il encore avoir l'équipe et surtout le commandant qu'il faut. Je pense que c'est ce commandant qui est le mieux placé pour pouvoir faire avancer Mamoudzou avec une vitesse de 3 fois plus que ce qui a été fait au moins. Merci beaucoup, Bakar Ali Botto. Et puis, bien sûr, on vous retrouvera pour ces élections municipales. C'est moi qui vous remercie. Et puis, réponse au mois de mars prochain, avec effectivement ce premier tour de scrutin. Et c'est aujourd'hui la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Partout en France, actions, expositions, forums ou encore marches ont été organisés pour rappeler l'urgence de sensibiliser la population autour de cette question. À Mayotte, cette mobilisation s'est traduite par un colloque organisé à la MJC de Mgombani. Alors, quels sont les chiffres des violences adressées aux femmes à Mayotte? Comment prévenir les comportements à bannir pour mieux les enrayer? Les réponses avec Marion Tellier.
137 femmes ont déjà succombé à des violences mortelles depuis le début de l'année. C'est 16 de plus qu'en 2018. Chaque année, elles seraient plus de 200 000 à subir les coups et blessures infligés par leur conjoint ou ex-conjoint. Une situation dramatique à laquelle le 101e département français ne fait pas exception. Cette année, 241 cas de violences faites aux femmes ont été déclarés. Si ce bilan sur l'île est lui aussi supérieur à celui enregistré l'année dernière, il peut toutefois traduire une libération de la parole des femmes. On constate depuis 1 ou 2 ans qu'il y a une volonté déjà politique de l'État, une volonté des associations pour libérer la parole des femmes, et on a de plus en plus de femmes qui viennent justement porter à la connaissance de nos services qu'elles ont été violentées, violées, agressées sexuellement. Et c'est vrai qu'on constate une augmentation, puisque l'année dernière on était à peu près à 184 cas et cette année à 241. Donc on voit qu'il y a une augmentation, que le travail de communication, de libérer la parole porte ses fruits. L'arsenal juridique pour protéger les victimes progresse et s'adapte pour mériter leur confiance. Elles peuvent également compter sur des associations telles que l'ACFAF pour se voir proposer conseils, solutions et hébergements provisoires. Un colloque était aujourd'hui organisé à la MJC de Mgombani pour continuer de sensibiliser la population en ce sens. L'objectif ? Pousser les victimes à briser le silence et à réapprendre à vivre en dehors de l'ombre de leur conjoint ou ex-conjoint. Cette question de résilience, chez nous, on traduirait par la patience, ou stahamili. On devrait à un moment donné se dire que je résiste jusqu'à quand ? Et quel exemple je donne aussi à mon entourage, particulièrement à mes enfants. Parce que la violence conjugale concerne certes 2 personnes, des adultes, mais il y a des enfants derrière. Et pour qu'on puisse à un moment donné éviter que ces enfants-là, malheureusement, produisent ce qui se passe au sein de nos familles, c'est arriver à en parler, que ce soit la victime ou l'auteur, qu'on en parle. Il faut se dire que donner une tapette à sa femme, pousser sa femme ou pousser son mari ou donner une tapette à son mari ou une gifle n'est pas un comportement normal. Faut jamais le banaliser. Les acteurs qui interagissent avec l'enfance en milieu scolaire comme périscolaire jouent eux aussi des rôles clés dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Ils peuvent en effet prévenir des comportements à bannir dès le plus jeune âge. La brigade de prévention de la délinquance juvénile continue à ce titre ses interventions au sein des établissements scolaires de l'île. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le président du conseil départemental qui répond au maire de Tarbes ou encore la nouvelle présidente de l'Assemblée départementale des jeunes. Au montage, Leslie Jumenet. Samedi matin, au sein de l'hémicycle Younous Abamana, Joanne Dédois Morelli du canton de Tsingoni a été élue nouvelle présidente de l'Assemblée départementale des jeunes. La jeune fille a rassemblé 6 voix contre 5. Après des remerciements, elle a formulé les grands objectifs de sa présidence de 2 ans, la défense du développement durable et la lutte contre les discriminations. Profitez au maximum du temps que vous aurez au sein de cette instance. Ne faites pas de promesses que vous ne sauriez tenir. Voici quelques-uns des conseils dispensés par Ali Debré-Compo, porte-parole de la majorité qui représentait le président. L'Assemblée s'est tenue en présence du vice-recteur Gilles Albou ainsi que du directeur jeunesse et sport Patrick Bonfils. Pour rappel, les jeunes élus se retrouvent régulièrement en assemblée sous la supervision de la Ligue de l'enseignement de Mayotte pour amener les jeunes à discuter, découvrir et réussir l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale. Dès aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre, l'ARS de Mayotte organise une semaine de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles et facilite l'accès au dépistage, alors qu'en moyenne on se dépiste 2 à 3 fois moins à Mayotte qu'en métropole des IST. Actuellement, 310 patients sont pris en charge par les infectiologues du service de médecine du centre hospitalier de Mayotte pour avoir contracté le VIH. En 2018, 48 nouveaux patients ont été dépistés sur le territoire. Ils bénéficient aujourd'hui d'un traitement adapté. Dans le cadre de la campagne nationale organisée par le ministère de la Santé, l'ARS à Mayotte se mobilise et accompagne les acteurs locaux autour de la prévention des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des hépatites. Un programme d'événements et de sensibilisation est proposé à la population sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de rappeler les moyens de protection contre les IST et d'insister sur l'importance du dépistage.
Le président du conseil départemental Swabadine Ibrahim Ramadani a décidé de réagir suite aux propos du maire de Tarbes qui, dans un courrier du 13 novembre 2019, lie en grande partie l'évolution de la précarité dans sa commune à l'accueil de populations d'origine étrangère, mahorais, tchétchènes, africains, qui viennent aggraver la situation de certains de nos compatriotes. Face à ces propos insultants, Swabadine Ibrahim Ramadani exprime à ses compatriotes mahorais son plein et entier soutien. Il ajoute, je cite, « Mon indignation n'est pas sélective, consterné à l'idée qu'on puisse stigmatiser une communauté, quelle qu'elle soit, et la livrer ainsi à la vindicte dans un courrier qui n'honore vraiment pas son auteur. J'ai une idée suffisamment haute de la fonction de maire pour mesurer combien ce type de discours est fort heureusement isolé. Nul ne doit se sentir encouragé à la stigmatisation et au refus de l'autre », conclut le président. Et on termine cette édition avec la présentation d'un nouveau logiciel intitulé Agora et destiné aux professionnels de la formation. Ce système permet de centraliser en temps réel toutes les informations liées à la formation. Une présentation pour expliquer aux professionnels du domaine ce que le logiciel va changer dans leur façon de travailler a été organisée en fin de semaine dernière. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Faire le suivi des personnes en formation sur des feuilles est maintenant de l'histoire ancienne pour les professionnels de la formation. Maintenant, grâce au nouveau logiciel Agora, ces professionnels vont pouvoir centraliser leurs données et les partager avec leurs collègues des autres régions et les financeurs. Agora, c'est une plateforme nationale qui va permettre à tous les acteurs de la formation professionnelle de donner des informations fiables et qui seraient partagées presque en temps réel. Et ça va permettre aussi aux acteurs d'avoir une information et de donner en une seule fois. Le slogan fort d'Agora, c'est « Dites-le nous en une seule fois ». Un logiciel qui va permettre un meilleur suivi des personnes en formation par les acteurs, mais aussi par les financeurs. Un logiciel imposé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce qui nous est demandé depuis la loi du 5 septembre 2018, c'est de travailler en partenariat, d'une part, et ça va faciliter les charges des acteurs, nos organismes de formation, parce que toutes les relations avec les financeurs se feraient par voie dématérialisée, et ce serait un grand pont pour Mayotte, un grand saut même, parce qu'on commence... Là, on va commencer à proprement parler à tout dématérialiser. Une dématérialisation qui permet un libre-échange des données entre tous les parties. L'avantage de ce logiciel, le fait que les financeurs puissent savoir où est investi leur argent. Un gage de fiabilité qui permettra peut-être à ces financeurs une meilleure confiance en la formation et donc plus de financement pour la formation sur Mayotte. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Coesia.